Je m'appelle Alexia et vous souhaite la bienvenue dans Les Pieds dans Demain, le podcast où nous découvrirons à quoi pourrait ressembler demain dans notre quotidien. Les Pieds dans Demain sont des conversations avec des personnes de tous horizons, afin de décrire comment elles envisagent concrètement demain. L'objectif de ce podcast ? Donner la parole à des personnes pleines de bon sens, que l'on a trop peu l'habitude d'entendre, afin de penser l'après de manière réaliste et authentique. Allez, venez, on va mettre les pieds dans demain. Estelle est une passionnée de tout. De la vie, de sa vie, de son travail, de ses amis, des idées, des humains. Estelle ne fait rien à moitié. En plus de son rythme de vie effréné, elle a une idée à la minute et un gâteau dans chaque main. Elle a commencé à travailler à l'âge de 20 ans et aime toujours autant apprendre et créer. Il y a quelque chose qui me frappe chez Estelle. Sa capacité à toujours voir le verre à 3/4 plein, à rebondir en toute situation et à ne jamais perdre espoir. Tout cela en restant positive, souriante et enthousiaste. Estelle fait partie de ces personnes jamais blasées, même quand la vie semble s'acharner. C'est pour moi une vraie leçon de vie. Combien d'entre nous avons déjà pensé à tout envoyer bouler, raccrocher les gants, les laisser se débrouiller ? Estelle, jamais. En tout cas, pas que je sache. Et c'est une des raisons pour lesquelles je voulais l'interroger dans le podcast. Je souhaite moi aussi vous donner accès à son enthousiasme communicatif, sa passion, ses convictions, et je suis certaine que vous en ressortirez galvanisé. Je serais même capable de vous dire de garder cet épisode pour un lundi matin, afin de vous donner de la force. On a parlé Sharon Stone, apprivoisement du temps, Jean-Pierre Pernaut, télépathie. Vous allez voir, les sujets ne manquent pas, et la fougue d'Estelle est fortement communicative. Mettre les pieds dans demain avec Estelle, je peux vous assurer que vous n'allez pas vous ennuyer. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Les Pieds dans Demain. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Estelle. Estelle a 52 ans, elle est fondatrice de son agence de relations presse et blogueuse food. Amie de la nourriture, rien qu'en regardant son blog, je pense que vous allez grossir. Mais j'ai la chance donc de recevoir Estelle pour pouvoir discuter de sa vision de demain avec les différents métiers qu'elle peut avoir et son expérience. Et donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir apprendre plein de choses sur la manière dont elle envisage demain. Bonjour Estelle. Bonjour Alexia. Je vais donc commencer par ma question la plus large qui soit, mais qui me permet moi de voir les grandes thématiques qui vont se détourer pendant cette interview. La première, c'est comment vois-tu demain d'un point de vue personnel ? Alors moi j'ai 2 grands-enfants qui sont un qui vient de terminer ses études et une qui va les commencer. Donc je pense que dans 10 ans, j'espère pour eux qu'ils auront tous les 2 terminé et seront dans la vie active. Donc d'un point de vue personnel, je me vois bien... J'ai du mal à me projeter encore sur l'idée d'être grand-mère, c'est un peu tôt, mais dans 10 ans peut-être. Et je me vois toujours active. Ça, je me vois pas arrêter quoi que ce soit en termes d'activité. Je suis trop active pour ça. Et je me vois en couple, la belle vie, profitant du fait de ne plus avoir d'enfants à la maison, a priori, voyageant, travaillant toujours beaucoup parce que ça, je suis un peu accro. Et puis, mais je me vois plutôt active, ouais. Alors, tu mélanges, toi, déjà, de facto, le côté pro et perso, mais est-ce qu'il y a un côté professionnel voilà, comment tu vois demain d'un point de vue professionnel ? Comment tu vois évoluer ton métier ? Alors déjà, pro et perso, au milieu, il y a la cuisine. Donc je me vois encore plus active au niveau de la cuisine. Plus le temps passera, plus je pense que ça prendra une part grandissante dans ma vie, cette histoire-là. Donc là, on n'est pas du tout dans le professionnel, on est vraiment que dans le plaisir. Je pense qu'on peut... Alors, avec les années, quand on fait un métier, c'est toujours pareil. Avec l'expérience, on a des réflexes beaucoup plus rapides. Dans la mesure où on arrive à se tenir à jour en permanence, parce qu'il faut... moi, tu l'as pas précisé, mais moi, je suis complètement autodidacte dans ce métier. Donc l'objectif, quand j'ai monté cette boîte, à 23 ans, je précise, mon objectif c'était d'apprendre en permanence. Donc je continue à apprendre en permanence. J'ai démarré à Altercom, il n'y avait pas internet, on s'envoyait des fax, on s'envoyait des disquettes. Je mettrai une note aussi dans l'épisode. Ce que c'est qu'un fax. Et une disquette. Et on s'envoyait des disquettes par coursier quand on avait des messages à se passer ou des documents à s'envoyer.
Non, je suis sérieuse, c'est vrai en plus. Et donc tout ça, ça évolue très vite. Donc en se tenant à jour, en essayant de suivre un petit peu les évolutions, c'est ça le plaisir aussi. Je pense qu'on peut rester actif et de bons conseils très longtemps. Et moi, je suis dans un métier où on fait essentiellement du conseil. On fait beaucoup de terrain, mais beaucoup de conseils. C'est que du service, attaché de presse. Donc c'est un métier où on peut continuer à rester, à mon avis, alerte assez longtemps. Après, peut-être qu'un jour, j'en aurai marre. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de me reposer. J'en sais rien. Mais honnêtement, j'ai pas du tout envie de me fixer des limites. Enfin, j'ai commencé à travailler à 20 ans, donc voilà, à 60, ça fera 40 années déjà que je travaille. Mais je vois pas du tout, 60 ans, c'est très jeune, je me vois pas du tout m'arrêter. Pas du C'est tout. le début de la carte vermeille. Oui, c'est le début, au secours. Au secours. Moi, j'ai osé faire cette blague sur la carte vermeille. Elle a osé. Tout à fait. À tous ceux qui l'apprennent, c'est pas grave, c'est bien, vous êtes écolo. Sharon Stone à la carte vermeille, c'est pas grave. Tout est possible. Comment tu verrais justement le métier de relation presse évoluer là, dans les années à venir, dans le monde d'après? Alors ça, c'est une grande question. Tant qu'on parle à des journalistes qui sont des êtres humains, c'est-à-dire pas des robots, mais là on leur parlera plus, les relations presse font encore appel aux relations humaines entre les gens. Les gens à qui on parle, les journalistes en l'occurrence, c'est des gens qui sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants à emmener à l'école le matin, ils ont un gardien avec qui ils se sont engueulés, un voisin, un problème de facture d'électricité à payer, un proprio qui les gave, je sais pas quoi, voilà. Et donc, il faut tenir compte du fait qu'on parle à un être humain et agir en conséquence. Et donc, les gens qui expliquent que les relations presse demain, ça sera super sur les réseaux sociaux et qu'il suffira de poster un communiqué sur un truc où tous les journalistes vont chercher l'information, j'y crois pas un instant. Les journalistes sont gavés d'informations, ils vont rien chercher du tout et ils sont très contents d'avoir une personne charmante et qui va pas leur vendre n'importe quoi et qui va leur expliquer l'intérêt pour eux d'écrire tel ou tel article et ça se passera beaucoup mieux. Et ça restera, à mon avis, du relationnel aussi longtemps qu'on aura affaire à des vrais journalistes. Mais je vois pas le métier évoluer autant que ça dans les années à venir. Les outils évoluent, les outils c'est extraordinaire, on a des outils incroyables pour travailler. Ça c'est formidable. Franchement, pour rien au monde je reviendrai en arrière, vraiment. En revanche, la qualité de la relation humaine, c'est tellement incroyable. Enfin, franchement, et c'est ça qui fait le plaisir de ce métier aussi, quoi. Donc les outils doivent rester des outils. Et au service d'une relation plus authentique et plus suivie, quoi. Ouais, ça j'en suis certaine. Et les journalistes le disent aussi, hein. Enfin, que ce qu'ils aiment, c'est justement, ils nous le disent tellement quand ils sont contents d'avoir une vraie relation avec nous. Enfin, je dis nous parce que j'ai une collaboratrice, mais vraiment. Ouais, moi, je crois très fort au fait qu'on va aller vers beaucoup plus d'automatisation de plein de choses, mais je pense que ça va recentrer la relation et la vraie relation. Pas le fait d'être mondain et de connaître plein de gens, mais d'être vraiment dans une approche plus qualitative, quantitative. Et c'est vrai qu'en effet, une bonne attachée de presse, un bon attaché de presse, qui a une vraie bonne relation avec les journalistes, bah, ça change tout, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le vois à mon niveau et je me dis qu'on peut le multiplier pour plein d'autres métiers, puisque comme tu le disais en préambule, c'est un métier de service. Qui dit service dit voilà, une relation qui va se créer, quoi. Exactement. L'hôtellerie, le tourisme, il y a tellement de métiers. Mais, et honnêtement, c'est ça le sel de la vie, hein, dans la vie professionnelle. C'est vraiment ça, c'est la relation que tu peux avoir avec tous ces gens-là. C'est ça qui est extraordinaire. Aussi bien avec les clients d'ailleurs d'un côté, qu'avec les journalistes. Mais là, je vais peut-être trop vite sur les questions. Bon, bah t'en as fait 12, non, je plaisante. Alors, quand tu penses à demain, est-ce qu'il y a un aspect de ta vie quotidienne que tu souhaites changer, ou même que tu as commencé à faire changer? Oui. Vous auriez dû voir sa tête. On aurait dit une enfant de 4-5 ans qui voit une grosse sucette. Ma gestion du temps. J'essaye de m'améliorer depuis, on va dire, une petite année. Sur la façon que une année ou deux, sur la façon que j'ai de gérer mon temps pour être la plus efficace possible et tout en m'épargnant. Parce qu'il faut partir du principe qu'on n'a qu'une seule monture dans la vie pour avancer, c'est nous, et que si on s'épuise trop, quand on travaille 15 heures ou 17 heures par jour, en prenant beaucoup de vacances, on ne tient pas très longtemps en fait. Et donc moi j'ai de la chance, j'ai beaucoup de résistance, mais je me dis si je veux vraiment arriver
à profiter un peu de la vie, avoir une vie professionnelle qui me plaise sans être épuisée le matin quand je me lève alors que j'ai pas encore commencé ma journée. Il n'y a pas 40 façons de faire, il faut voilà. Donc j'ai fait des formations, j'ai fait une formation en novembre dernier qui s'appelle Performance sous haute intensité qui m'a appris bah, c'est bête en fait, c'est comment l'organisme fonctionne le mieux, comment faire en sorte que on soit le plus productif possible, de la façon la plus intelligente possible, en, avec des méthodes très simples, mais il faut juste les connaître. Comment arriver à, dans une seule journée par exemple, j'ai appris la cohérence cardiaque, ça c'est un truc, c'est absolument magique. Quand tu as un coup de stress, tu respires pendant 5 minutes, 5 secondes, 5 respirations par minute. C'est totalement incroyable. En l'espace de 5 minutes, on est redevenu aussi paisible qu'un agneau. C'est vraiment extraordinaire. Donc ça, c'est top. Et c'est plein de petites méthodes comme ça, de petites micro-siestes, de récupération, tout ça, qui font que on arrive à apprivoiser le temps beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment un truc que je veux travailler parce que ça a été Pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé à raison de 17-18 heures par jour, en dormant 3 heures par nuit, en étant épuisée en permanence, en étant au top en permanence, mais épuisée quand même. Et j'ai appris qu'en fait, c'était vraiment pas ça qu'il fallait faire. Donc maintenant, je suis beaucoup plus sage et j'avoue que je m'en porte vraiment mieux. Donc ça, c'est vraiment l'amélioration. C'est beaucoup de travail, hein, parce que c'est vraiment changer ses habitudes, se forcer un peu. Mais finalement, c'est vraiment beaucoup plus sympa, quoi, franchement. Voilà. Et finalement, on y arrive. C'est ça qui est incroyable. Finalement, on y arrive, ouais. On arrive parce qu'on est moins fatigué, donc on va plus vite, on est plus efficace. Ça, c'est une vraie leçon que j'ai retenue. Parfois, il faut faire une sieste de 20 minutes. Et après, le communiqué, on va l'écrire en une demi-heure. Alors sinon, on aurait mis 2 heures en trénassant parce qu'on est épuisé. Et c'est une vraie leçon, ça, pour le coup. Et c'est des mecs du RAID qui m'ont appris, ça. Voilà. On mettra le lien aussi de la formation pour celles et ceux qui sont intéressés. Non, mais en effet, note pour demain. J'aime bien l'idée qu'on n'a qu'une seule monture, c'est très proche de l'équitation, ça me parle beaucoup. Exactement. Moi, je dis souvent le marathon de la vie, mais c'est en effet, c'est un marathon, quoi. Tu ne peux pas griller toutes tes cartouches. Sa monture si on veut voyager loin. Voilà. Ouf, voilà. On revient sur la métaphore de l'équitation. Voilà. Ami d'Equidia, bonsoir. Maintenant, si on se pose la question, donc tu parles de la gestion du temps, tu parles de ton métier, est-ce que tu te poses un peu plus, pareil, toujours, on a beaucoup parlé du monde d'avant et du monde d'après, c'est vraiment les gros sujets qui sortent quand même pas mal en ce moment. Est-ce que toi, quand tu penses à ce monde d'après, ça te fait te poser des questions sur le sens de ton travail ? Disons que plus j'avance, plus j'ai besoin d'avoir une espèce de mission derrière mes clients, enfin derrière les contrats que j'ai avec mes clients. Plus j'ai envie d'avoir des sujets très sociétaux qui font avancer les choses. Alors déjà il y a 18 ans maintenant, quand j'ai commencé à travailler pour Price Minister, c'était un truc que j'ai découvert à ce moment-là, une mission très sociétale, c'est-à-dire il fallait convertir les gens à un nouveau mode de vie ou un nouveau mode de fonctionnement, de consommation. Et c'est assez amusant parce que je ne les ai pas cherchés, mais par effet bouche à oreille, je pense, il y a eu d'autres contrats derrière qui ont été du même ordre, en matière beaucoup de consommation, mais mode de vie aussi, c'est-à-dire acheter ses chaussures sur Internet. Il y a 15 ans, les gens auraient hurlé, hurlaient d'ailleurs, c'est pas auraient, et puis aujourd'hui ça paraît tellement évident, mais même acheter ses bijoux sur Internet, ou il y a eu plein de choses comme ça que j'ai faites avec des clients, qui sont assez dingues en fait quand on est Doctolib réserver ses rendez-vous chez le médecin au départ, c'est pas vieux, ça n'existe pas depuis très longtemps, et c'est ça, quand on travaille pour des entreprises comme ça, même quand elles sont très très jeunes, on a vraiment l'impression de faire bouger la société. Ça, c'est absolument fascinant, j'adore vraiment, parce que c'est pas juste faire des relations presse, c'est trouver le chemin pour arriver à convaincre les gens de faire ça, d'adopter ces nouvelles méthodes de fonctionner dans leur vie, en fait. Il y a tellement d'innovations dans le monde de demain, qui est déjà le monde d'aujourd'hui, en fait. C'est un peu... Voilà, on y est. Et je parle pas de celles qu'il y aura encore demain qu'on connaît pas, mais en tout cas, celles qu'on a aujourd'hui nous projettent déjà encore tellement loin devant
C'est des innovations qui sont encore beaucoup, souvent au stade de la recherche ou à peine un peu plus, du développement de la commercialisation et tout ça. Et on imagine ce que ça va pouvoir donner dans 5 ans, 10 ans, toutes les perspectives que ça ouvre. C'est incroyable. Et ça, j'adore. Le futur dans 10 ans, justement, tu me parles d'innovation que tu veux voir perdurer. Ce futur dans 10 ans, tu le vois comment ? Parce que toi, tu es quand même au cœur du réacteur. Tu as vu des boîtes qui étaient vraiment microscopiques et tu les as accompagnées. Tu as cité quand même déjà deux grands noms, que ce soit Doctolib ou Price Minister. Alors, ce que j'entends le plus, partout, c'est faire plus de place à l'humain. Ça, je l'entends depuis quelques temps et ça continue. Et ça continue, ça fait pas que continuer dans les actes, dans les faits. Je vois arriver des trucs qui vont faire en sorte de laisser plus de place à l'humain. Comme par exemple à l'hôpital. En l'occurrence, je suis sur un dossier en ce moment. Comment faire en sorte que les médecins, enfin tout le corps médical, puisse passer plus de temps avec ses patients et moins de temps à faire 8 km par jour dans les couloirs ou à aller à un médecin changer une ampoule parce que en fait voilà, plein de choses comme ça qui font que ça c'est un exemple, hein, mais c'est pour montrer que c'est pas juste une projection. Je vois des choses qui se passent. Donc ça, c'est à mon avis, je pense qu'on est allé très loin dans l'automatisation de beaucoup de choses. Mais ça continue. En fait, c'est comme pour les journalistes dont je parlais tout à l'heure, c'est la Terre est remplie d'êtres humains quand même. Voilà, là, le matin, le soir, on croise des gens, on interagit tous ensemble, on est en famille ou pas, avec ses collègues, mais la vie c'est que ça, c'est des interactions avec les humains. Et je pense que on a eu un peu tendance à, moi la première, mais on a eu un peu tendance à s'oublier tous pendant quelques temps, quelques années même on va dire, et je sais pas pourquoi, je vois beaucoup de choses qui tendent vers à une espèce de revalorisation de l'être humain. Et pourtant, on n'a jamais autant parlé d'argent, de finances, de bourse, de dividendes, si on va par là. J'entends qu'il faut arriver à replacer l'humain au niveau de tout ça, mais il va y avoir énormément de plans sociaux, puisque malgré tout, les boîtes vont pas s'en sortir. Tu vois, moi je pose toujours un peu cette question, est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut parler de capitalisme vertueux ? Alors, non pas que je veuille diaboliser le capitalisme, mais c'est vrai que moi j'entends de plus en plus de boîtes, mais depuis des années déjà, on est, le client est au centre de tout, ok, mais dans les faits, qu'est-ce que... Alors, en fait, là, je pense que je parlais pas exactement sur ce registre-là. Il y a une chose, en t'écoutant parler, là, qui me vient en tête, c'est... Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue, mais il y en a tellement qui tout d'un coup se réveillent en se disant en fait je fais pas du tout ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait kiffer c'est ça, et qui sont je sais pas quoi, ingénieurs commerciaux je sais pas où, et qui deviennent meuniers ou menuisiers, ou qui retapent des meubles, ou qui se mettent qui partent monter une maison d'hôte à la campagne ou autre. Et là il y en a tellement quoi, et j'en vois partout autour de moi des gens qui se reconvertissent complètement, à commencer par mon mari hein, qui était au départ directeur commercial dans une très très grosse SS2I et qui s'est retrouvé qui a monté des boîtes et puis qui maintenant s'est lancé dans sa passion, c'est le vin et caviste. Enfin, je veux dire voilà, il y en a plein et alors ils gagnent pas en niveau de vie, probablement. En tout cas, pendant un moment, c'est dur, parce que monter sa boîte, c'est difficile. Se reconvertir, c'est pas simple. Mais pareil, quel bonheur, quoi, quand on fait ce qu'on aime. Et moi, j'ai tendance à croire que quand on fait vraiment ce qu'on aime, on est capable de déployer une énergie de dingue. Et en général, on y arrive. En tout cas, c'est ce que je dis à mes enfants. Et moi, c'est ce que j'ai monté ma boîte, j'avais 23 ans. Je connaissais à peine ce métier. Je savais juste une chose, c'est que c'était vital pour moi de faire ce truc. Et donc, j'avais vraiment une énergie à déployer. C'est les montagnes, hein. Vraiment, c'était quelque chose d'incroyable. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va falloir que la jeunesse se botte le cul un petit peu, hein, parce que clairement, la valeur travail, pour moi, c'est essentiel. Et j'ai un peu l'impression qu'elles se perdent. Vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de droits, mais pas beaucoup de devoirs, ces gens-là. Et je pense que la première chose que je dis à mes enfants, c'est tuez-vous à la tâche, donnez-vous à fond, faites votre boulot avec la banane, le sourire, en étant sympa avec tout le monde, investissez-vous et vous vous ferez toujours remarquer. Parce qu'il y en a tellement peu aujourd'hui
que quand vous êtes vraiment investi dans votre boulot et que votre patron vous demande de faire un truc et que vous le faites vraiment bien, le jour où le patron il part dans une autre boîte et tout, il vous emmène avec lui, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que vous y arriverez. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée, clairement. Si tu devais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui quelque chose pour que notre monde évolue mieux, ce serait ça? Ce serait la valeur travail? Ah oui, ça, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai hérité, mais j'en suis absolument sûre. Sans travail, on n'arrive à rien. Tout demande du travail. Parce que apprendre un métier, ça demande du travail. Bien le faire, ça demande beaucoup de travail. Tout demande du travail. Après, c'est une question de philosophie. Si on fait un travail qui nous plaît, c'est pas difficile de s'investir à fond. C'est tellement sympa, quoi. Il faut juste arriver à trouver le travail qui nous plaît. Et c'est là que je pense que, quand je parlais tout à l'heure de l'humain, de laisser plus de place à l'humain, je pense que il y a des gens aujourd'hui, ils font des métiers pour lesquels ils sont pas du tout faits, soit parce que papa, maman leur ont dit non, mon fils, ma fille, tu vas faire ça et puis je te laisse pas le choix. Ça, il y en a tellement, hein. Trop. Soit, et puis ils se réveillent un jour et ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas du tout faits pour ça, soit parce qu'ils se sont trompés au départ, ils ont pris et puis tout d'un coup ils ont envie de changer et de faire autre chose. Mais globalement, quand on est sur ces rails, qu'on fait un métier qu'on aime et tout ça, c'est pas très difficile de beaucoup travailler. Mais c'est juste un état d'esprit. Voilà, il faut bien avoir ça en tête. C'est pas juste en se disant oh, super, je vais faire ce qui me plaît et puis ça va bien marcher. Non, ça marche pas comme ça. C'est beaucoup de boulot quand même. Voilà. Mais on peut avoir beaucoup de travail en ayant beaucoup de plaisir en même temps. Voilà. Hein, c'est ça qui est important à savoir. Ça vraiment, pour moi, c'est super important. J'avais un ami de mon père qui disait toujours 1% de créativité, 99% de sueur. Oui, non mais c'est vrai. Par contre, la créativité, c'est bien de l'avoir quand même. Le 1% qui change tout. Qui change tout. Non mais je pense que c'est en effet central. Hein. Je pense que sans pour autant dire que tous les jeunes sont des feignants, parce que ça, hélas, je l'entends beaucoup. Non, mais je pense que je pense que le mot le plus important, c'est la valeur travail. C'est ça. Et en effet, trouver un job dans lequel on se sente bien plutôt qu'un truc encore qui est une torture tous les jours et on n'arrive pas à s'épanouir. Je sais que ça existe, enfin beaucoup le cherchent encore, mais je pense que pour demain, chercher un travail qui nous fait vibrer. Tout ce qui se passe en ce moment là, avec le Covid et tout ça, les boîtes qui vont licencier, tout ça, j'espère que ça va permettre à certains de trouver leur voie, alors que peut-être ils n'étaient pas forcément... ça va être peut-être, j'espère, hein, pour certains, l'occasion de se dire en fait, je faisais pas exactement ce que j'aimais, et là, je vais me lancer, quoi. Voilà. Bon, il faut qu'ils puissent, il faut qu'ils aient les moyens pour le faire, etc. Mais voilà, c'est l'espoir que j'ai. Parce que là, l'humain sera de nouveau, du coup, central. C'est-à-dire que les gens feront ce qu'ils aiment. T'anticipes un peu mes questions, mais c'est pas grave. Je suis pas la première, je crois. Ouais, j'ai un épisode auquel je pense, le premier par exemple, avec Esther, où elle a fait toutes mes questions en 47 secondes. Merci Esther. Non, justement, alors il va peut-être avoir un peu de redite, mais c'est pas grave, répétition MR pédagogie. Voilà. Quand tu penses à demain, justement, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur? Les déséquilibres mondiaux me font peur, et puis surtout la planète, quoi. C'est ça qui me fait peur. C'est vraiment ça, c'est-à-dire quand le jour où l'eau sera le pétrole de demain, quoi. C'est-à-dire et ça peut concerner mes enfants. Enfin, c'est pas dans 5 générations, c'est même pas les enfants de nos enfants, c'est nos enfants, hein, 2050. Est-ce que tu dis central, l'or bleu, l'or bleu. Et ça me fait super peur, vraiment. Donc ça, c'est c'est ça qui me fait peur, moi, surtout. C'est ce mélange d'avoir des puissances mondiales qui peuvent tout déséquilibrer ou ne rien faire pour essayer de faire en sorte que... Et j'ai tendance à considérer que, à force de scier la branche sur laquelle on est assis, quand on n'aura plus de branche, on sera tous par terre. Hein, voilà. Mais visiblement... Ça, c'est Newton qui l'a tout le monde, voilà, et tout le monde ne comprend pas ce principe, visiblement. Ou alors il s'en moque parce qu'il se dit, de toute façon, je serai mort quand le problème arrivera, donc c'est pas très grave. Mais c'est hyper grave. Enfin, c'est hyper grave. Parce qu'on n'a pas de planète bis, quoi. Hein. Donc ça, pour moi, c'est-à-dire que nos petits problèmes d'aujourd'hui, là, de se dire je fais un métier qui me plaît, je travaille trop, j'ai envie de travailler moins et de mieux optimiser mes journées. C'est déjà un luxe. Mais c'est un énorme luxe parce que le jour où en fait là, ça sera le bordel vraiment sur la Terre, hein, il n'y a qu'à écouter les schémas. J'avais écouté Nicolas Hulot, mais c'était il y a 15 ans déjà qu'il nous faisait le scénario de trucs qu'on commence à voir maintenant, c'est-à-dire quand les eaux monteront et tout ça. Enfin, il y a de quoi. Je ne veux pas plomber ton podcast,
Mais il y a de quoi, quand on voit vraiment toutes les conséquences que ça va avoir, et on voit avec le Covid, hein, les dégâts collatéraux que peut provoquer un minuscule petit machin qu'on voit même pas, tous les dégâts collatéraux que ça crée, qu'on n'avait même pas imaginé, bah, l'environnement, ça va être encore pire, quoi, avec le climat. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui me fait peur, mais vraiment peur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rassure? Oui, la sagesse humaine à côté. Comme je suis quelqu'un de très positif, je me dis que peut-être un jour il y aura, je sais pas, le pouvoir du peuple sur les, j'en sais rien, où il y a beaucoup de gens qui vont de travers, mais il y a quand même beaucoup de gens qui font du bien à tout le monde. Heureusement, on s'en est sorti jusque-là. C'est ce que je me dis tout le temps. Quand la situation est difficile, je me dis, écoute, tu t'en es toujours sorti, il n'y a pas de raison que ça change. Donc voilà, espérons que ça continue comme ça, sans aller trop loin, ou alors qu'on trouve un truc génial pour sauver la planète. Je sais pas, mais oui, disons que j'espère. C'est déjà une bonne attitude. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait douter quand tu penses à demain? La théorie du chaos, c'est un phénomène, quand tu observes bien, il y a toujours un truc, mais ça peut être dans le bon sens, hein, par contre. Mais tu prévois quelque chose, et puis il y a toujours un machin que j'appelle la théorie du chaos, qui fait qu'il y a un petit bidule qui vient se mettre en travers, et ce qui était programmé ou prévu comme ça se passe pas du tout comme c'était prévu au départ. Et ça arrive tout le temps dans la vie. Voilà. Donc quand je fais un truc, je tiens compte, je prends en compte cette théorie du chaos en me disant, et si ça se passe pas exactement comme j'avais prévu, c'est quoi le plan B, quoi. Voilà. Ou comment je m'adapte, parce qu'en fait, je crois que l'être humain est un être doué d'une capacité d'adaptation exceptionnelle. Hein. Quand il veut bien s'en donner la peine, il n'y a qu'à voir rien que j'ai été sidérée, moi, de la rapidité d'adaptation des gens au début du Covid et du confinement. C'était impressionnant, quoi. Tout le monde a eu des idées incroyables pour arriver à s'en sortir, juste. Et quand on commence, et je me dis, ben voilà, peut-être que au milieu de tout ça, il y a la théorie du chaos, mais on anticipe des trucs, on se dit, je sais qu'on est capable, si on veut bien s'en donner la peine, on est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Pas le pire, hein, mais l'être humain, à mon avis, a une richesse en lui, parfois qu'il ne soupçonne même pas, hein, mais franchement, moi j'ai été bluffée. C'est dans les pires situations. Oui, et c'est dans les pires situations que les gens se révèlent. Voilà. J'espère d'ailleurs. Ouais, j'espère aussi. Est-ce que tu as quelque chose que tu as hâte de découvrir quand tu penses à demain? J'aimerais vivre assez vieille pour voir la télépathie et la téléportation. Non, la télépathie. Je suis certaine que les recherches de demain, c'est sur le cerveau. C'est sur le potentiel du cerveau. Le cerveau a un potentiel tellement inouï. Si j'avais pas fait ce métier, j'aurais fait un métier en rapport avec ça. Je suis absolument fascinée par ça. Et je suis certaine que tout ce qui est télékinésie, télépathie et tout ça, et télétransmission éventuellement, mais bon, ça encore, on a fait des progrès. Mais télépathie, télékinésie, tout ça, c'est des choses qu'on a déjà, je suis sûre, enfin il y a déjà de la recherche là-dessus, hein, mais ça, je suis certaine que c'est les grosses évolutions scientifiques de demain, c'est ça, pour moi. La télé au centre de... Non, je rigole. Au centre de nos vies. Voilà, parfait. Ma question préférée, que t'évoquent les pieds dans demain? Je suis très contente que tu me la poses, parce que les pieds dans demain, pour moi, c'est avoir une longueur d'avance. C'est vraiment quand tu as donné ce nom à ton podcast, je me suis dit, bah en fait c'est ça, c'est Alexia, quoi. Elle a toujours une longueur d'avance. Et vraiment, rougis pas, vraiment, c'est le truc, les pieds dans demain, c'est-à-dire ça a été déjà dans demain, quoi. Tu vas déjà chercher ce qu'il va y avoir demain et tu y es déjà. Tout à l'heure, je disais, l'évolution, elle est déjà, on y est déjà un petit peu. Enfin, les innovations, c'est pour demain, mais on y est déjà un petit peu. Mais toi, tu vas carrément les pieds dans demain, c'est-à-dire tu vas déjà voir demain comment ça va se passer, quoi. Voilà. Pour moi, c'est très net. Voilà, merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant, j'adore, parce que
Moi, j'y ai pensé d'une certaine manière et en fait, tout le monde me l'a pris d'une autre manière. Voilà, pour moi, c'est ça qui me réconforte avec l'humanité. Autant de cerveaux pour proposer autant de propositions. Je trouve ça fantastique. Messieurs, dames, nous allons sauver le monde, j'en suis sûre maintenant. Qu'est-ce qui, d'après toi, va changer le plus globalement dans les années à venir ? Moi, je dirais le travail. Et là, on a fait un bond dans 2 mains, avec ou sans les pieds, je sais pas, mais vraiment direct d'un coup, là, en quelques mois, on a gagné des années de... Voilà. Donc là, clairement, il va y avoir un gros changement. C'est surtout sur la thématique du télétravail à laquelle tu penses ? Ah ben c'est plus que ça, parce que qui dit télétravail dit je m'achète une maison en province, donc on va repeupler les villages, donc on va faire revenir les écoles dans les villages, et la boulangerie, et l'épicerie qui avait disparu. Ben voilà, et donc ça c'est, pour moi, ça a été une des premières choses auxquelles j'ai pensé. J'ai pensé Jean-Pierre Pernaut, avec ses journaux de TF1 de Non, je me suis dit, il va avoir beaucoup de reportages à faire dans tous ces petits villages qui vont retrouver, s'ils m'écoutent, qui vont retrouver une école. Il y a des villages maintenant, ils ont même plus d'école parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, parce qu'ils partent tous à Paris pour travailler ou à Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, j'en sais rien. Mais je trouve la France va être beaucoup plus équilibrée. Peut-être qu'on arrivera à des lenders comme en Allemagne un de ces jours aussi, tu vois, avec comme ça, parce que la population sera plus équilibrée. Tout le monde ne sera pas juste à Paris ou à Lyon. Voilà, donc ça c'est la première chose. Mais tu vois, donc ça va pas juste changer. Je vais pas au bureau. Ça va changer déjà ça. Les gens vont potentiellement s'installer un tout petit peu plus loin de Paris parce que s'ils sont à Tours, ils se disent c'est pas grave, j'ai un TGV en 1 heure, 1h30, je suis à Paris, j'y vais 2 fois par semaine, ça suffit largement. Ça c'est la première chose. Il va y avoir une énorme évolution au niveau des bureaux des entreprises, c'est-à-dire que les énormes sièges ou les grandes tours ou les machins, ça va changer. Je sais pas comment. Ça va être une évolution compliquée. Non, mais ouais, peut-être, je sais pas. Acrobranche sur la tour Total à la Défense. mais ça va être pareil. Il va y avoir des tas de. En fait, tout est lié. C'est le battement d'aile du papillon en Asie qui fait qu'en Amérique il y a des trucs qui se passent. Et c'est ça. Et donc, je pense que la qualité de vie des gens va s'en ressentir. Peut-être que tout d'un coup aussi ils vont se poser la question que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que je fais ce que j'aime ou est-ce que j'ai pas envie de me lancer aussi à mon compte, et puis avec les nouvelles technologies qui sont plus si nouvelles que ça, hein, avec la facilité qu'on a à communiquer aujourd'hui de n'importe où, on pourra s'installer dans son jardin au soleil et y faire ses vidéoconf comme on fait déjà aujourd'hui beaucoup maintenant d'ailleurs, hein. Donc ça, pour moi, c'est une chose qui va changer beaucoup, mais qui va avoir énormément de conséquences. Il y a d'autres choses qui vont changer. À mon avis, le rapport à la taille de la planète, on dit le monde est une petite planète, mais si on veut être vraiment écolo, il va falloir développer des avions écolos aussi, parce que sinon, on voyagera peut-être plus aussi loin, ou peut-être plus autant, j'en sais rien. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer aussi à ce niveau-là, beaucoup. Moi, je prie pour qu'il y ait cette décentralisation, en effet. Alors, je ne sais pas s'il faut suivre le modèle allemand, puisqu'on reste français et fier de l'être, mais je pense que ça changera la vie de beaucoup de personnes qui parfois n'arriveront pas à trouver le métier de leur rêve, mais au moins auront une qualité de vie à côté qui, voilà, dans la balance, fera en sorte que ces gens sont contents d'être sur cette terre. Et moi, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi je fais les pieds dans 2 mains. Vraiment espérer que ça va vraiment changer la vie des gens, en tout cas de ce point de vue-là. Et qu'ensuite ils seront autosuffisants en tomates, pommes de terre, tout ça. Enfin, je pense que c'est vraiment important. Ami, la prochaine fois je prendrai quelqu'un qui fait de la permaculture. J'en ai une à te proposer. Elle connaît tout le monde. Connecting people. Si tu devais proposer une mesure au gouvernement pour que notre société évolue dans le bon sens, qu'est-ce que ce serait ? Je dirais de tenir vraiment plus compte des problèmes de l'écologie. Parce que sincèrement, si tous les mecs qui étaient dans tous les gouvernements, pas que de la France, hein, mais du monde entier, s'y mettaient vraiment, ça serait pas si compliqué. Hein. Surtout que je pense qu'il y a des débouchés dans les métiers de l'écologie en plus. Donc il y a une économie derrière ça, même si pas forcément toujours autant. Mais il y a une économie. Ça commence par les mêmes lettres en plus. Oui. Coïncidence. Alors. Si demain était une personne, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ? Aie confiance. Donc là, vous avez eu le serpent K. Moi, je l'ai vu, j'ai été hypnotisée direct. Donc le livre de la jungle pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Ouais, je dirais ça, moi. Ouais. Si on n'a plus d'espoir et plus de confiance,
on ne peut plus rien faire en fait. La confiance est un truc hyper important dans la vie. End of the game, j'adore. Et en guise de conclusion, qu'est-ce que moi je peux te souhaiter pour demain? De vivre suffisamment vieille pour voir le monde sauvé et la télépathie. Une réalité. Une réalité. Fantastique. Merci beaucoup Estelle. Mais je t'en prie Alexia. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que j'ai pris de plaisir à le préparer. Merci d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux à écouter Les Pieds dans Demain. Continuez de me soutenir en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, en partageant des épisodes ou encore en mettant des étoiles et des commentaires. La compétition est rude, mais je sais que je peux compter sur vous. Les Pieds dans Demain est disponible sur les plateformes les plus connues, parmi lesquelles Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, mais aussi YouTube. Vous pouvez suivre les aventures de mon podcast sur le compte Instagram @lespiedsansdemain_8. Et enfin, un grand merci à Karl Moreau et son professionnalisme pour le montage de chaque épisode, Camille Lalou et son talent pour l'illustration du podcast. On se retrouve vendredi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, profitez bien du moment présent avant de réfléchir à demain.